Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois l'influence de l'économie sur nos soins de santé. L'économie est-elle devenue le critère principal pour nos soins de santé? Quel risque pour nos propres vies? Ne risquons-nous pas d'aller vers une forme d'eugénisme suite à ces politiques économiques? Je vous retrouve dans quelques instants pour en parler avec nos invités. Professeur Jean-Philippe Cobot, docteur Valérie Kokoschka, merci, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur Jean-Philippe Cobot, vous êtes directeur du Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille et vous, Valérie Kokoschka, vous êtes maître de conférence également au Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille. Et tous deux, vous avez travaillé justement sur les questions liées à l'économie de la santé. Alors peut-être, ma première question est assez simple, mais c'est quels sont aujourd'hui les enjeux du débat quand on parle de l'influence de l'économie sur les soins de santé? Oui. Eh bien, je pense que nous abordons ces questions de manière un peu particulière, puisque une des traditions du Centre d'éthique médicale, c'est de travailler directement avec les acteurs de la santé, les professionnels, les patients, et donc nous observons sur le terrain, en discussion avec eux, effectivement, que les contraintes, différentes contraintes, dont la contrainte économique, mais aussi les contraintes organisationnelles, pèsent de plus en plus sur leur travail, sur le sens de leur travail, sur les interactions qu'ils peuvent avoir. Et donc, toute une série de questions qui se posent sur le terrain, qui sont en lien, qui nous semblent en lien avec, je dirais, questions économiques et des questions politiques. Valérie Kokoschka. Alors, j'embrayerai sur ce qu'a dit Jean-Philippe. Effectivement, on a un ensemble de difficultés qui nous sont présentées par les acteurs et qui, d'une certaine manière, représentent les grands défis du monde de la santé. Donc, je dirais, bien sûr, le vieillissement, bien sûr, l'arrivée de nouvelles technologies, dont certaines sont des technologies de rupture, l'émergence d'une nouvelle médecine dite 4P, personnalisée, prédictive, préventive et participative. Et puis, effectivement, une grosse crise économique qui justifie finalement un budget de plus en plus serré. Alors, d'une certaine manière, pour répondre un petit peu à votre question, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il arrive parfois que ces données économiques masquent les autres dimensions du débat et d'autres positionnements des acteurs. Alors, c'est une réalité, mais ce n'est pas la seule réalité et ce n'est pas la seule complexité, je dirais. Vous avez parlé d'une médecine des 4P aussi. Je voudrais bien un petit peu revenir sur celle-ci pour un peu comprendre ce qui se joue là. Oui, donc c'est une médecine qui se développe sous l'influence de nouvelles technologies, tout autant génétiques informatique, bio-informatique, etc. Une médecine basée sur une multiplication des informations et qui, d'une certaine manière, inaugure sans doute un paradigme un peu différent en médecine, puisque grâce à ces outils, il est possible de plus en plus de développer des soins, un accompagnement personnalisé. On parle aussi de médecine personnalisée, c'est-à-dire une médecine qui pourrait rendre les traitements en particulier, et dans certains domaines, dans un premier temps, tout à fait en lien avec les caractéristiques de la personne, ses caractéristiques génétiques notamment. C'est de là qu'on parle de cette médecine personnalisée, mais aussi plus globalement, cette médecine 4P est de plus en plus attentive aux informations qu'on peut avoir sur l'environnement et les liens entre l'environnement et la personne, etc. Donc ça change un peu aussi le paradigme médical du curatif qui va aussi glisser en partie de plus en plus vers le préventif. Donc ça change un peu la donne de la médecine d'aujourd'hui. Et quels sont les dangers justement d'une médecine préventive? S'il y a des dangers, est-ce qu'il y en a ou c'est une bonne chose? Non, je pense qu'avec le développement, finalement, à la fois avec le développement des maladies chroniques, d'une part, et d'autre part, le vieillissement de la population qui fait qu'on se retrouve de plus en plus avec des personnes atteintes de polypathologies, la question de la prévention est une question tout à fait essentielle. Alors,
Un rapport est sorti la semaine dernière, publié par l'Union européenne sur l'état de la santé dans l'Union. Et on y remarque que finalement, on reste grosso modo à 3% du budget qui est consacré à la prévention, alors que l'on sait que les maladies non transmissibles, et donc les maladies chroniques, telles que le diabète par exemple, coûtent ou représentent à peu près en coût 80% du budget. Donc effectivement, ce glissement vers le préventif est à la fois une nécessité de santé, c'est une nécessité d'organisation aussi, et enfin c'est une nécessité économique. De quelle manière, justement, cette nécessité économique, vu les chiffres que vous donnez? Absolument. C'est-à-dire que si on veut pouvoir avoir un système de soins de santé, et pas seulement un système de soins de santé d'ailleurs, avoir une réflexion sur la santé qui dépasse l'offre de soins de santé, mais qui permette finalement un accès et un maintien en santé de la population, ce qui me paraît être un objectif tout à fait important. Alors dans ce cadre-là, il faut effectivement pouvoir développer tout le volet préventif. Et développer le volet préventif, cela signifie aussi pouvoir développer des politiques d'éducation, des politiques d'implication des patients, des politiques de littératie en santé, c'est-à-dire d'apprentissage à décortiquer, à trouver la bonne information médicale de manière à ce que les gens puissent adopter les meilleurs comportements possibles. Mais on est là dans une sphère beaucoup plus large que le simple système de soins de santé qui, pour le moment, continue à travailler les aspects, je dirais, curatifs et de plus en plus les soins aigus. Est-ce que tout cela conduit à un nouveau regard sur les politiques de fin de vie, par exemple? Est-ce qu'il y a une planification qui se fait? Est-ce qu'il y a un risque là aussi? Alors effectivement, je pense que ce qu'on a dit jusqu'à présent manifeste assez bien la nécessité de plusieurs changements à la fois, d'une grande complexité dans les transformations nécessaires du système de santé, avec notamment aussi, quand on parle de médecine 4P, on dit une médecine participative, donc une médecine dans laquelle les patients seraient plus impliqués. Alors rien que sur cet axe-là, on voit déjà un peu la tension, l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre une réelle participation à la fois des patients à leur traitement, à leurs soins, que ce soit à titre individuel ou à titre plus collectif dans certaines organisations, et puis un danger de surresponsabilisation du patient, c'est-à-dire de mettre à sa charge d'une certaine manière excessivement cela qui peut être une tentation aussi du point de vue économique, parce qu'on se dit qu'effectivement, si le patient assume plus directement ses soins individuellement, ça coûtera moins cher au système. Mais donc on voit bien là qu'il y a toute une série de données qui sont en train de changer, à la fois démographiques, épidémiologiques, technologiques, mais aussi d'attente des patients, par exemple, de participation, d'une meilleure information, etc. Alors par exemple, dans le cadre de la fin de vie, une des mesures qui est discutée assez bien actuellement, tant en France qu'en Belgique, ce sont ce qu'on appelle globalement les directives anticipées, c'est-à-dire la possibilité pour le patient de manifester sa volonté de manière anticipée sur les soins qu'il va recevoir au moment de sa fin de vie et dans le cas où il ne serait plus capable de s'exprimer directement à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on retrouve à ces égards-là aussi une même tension. À la fois, cet instrument peut être véritablement quelque chose qui permet aux patients de participer plus aux soins et à sa prise en charge. Mais il peut aussi y avoir des tentations, effectivement, d'une certaine rationalisation de la fin de vie à travers ces directives anticipées, c'est-à-dire de permettre du côté du système de mieux gérer ces fins de vie à partir de l'information qu'il y aurait dans ces directives anticipées. Et ce à quoi on assiste en partie, c'est une certaine volonté de systématisation de ces directives anticipées, alors que, fondamentalement, c'est une proposition qui est faite au patient qu'il peut saisir ou pas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans le système, c'est un peu une tentation de systématiser la chose. Et alors là, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure c'est véritablement un outil, je dirais, d'autonomisation, d'émancipation du patient ou un nouvel outil de gestion du système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mutuelles envoient
actuellement des documents invitant les patients à les remplir, justement pour voir un petit peu comment se situer. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour revenir quand même sur cette médecine participative. Dans le cadre justement de cette médecine participative, vous dites bien il y a la responsabilisation du patient, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque d'une dérive totalitaire, au sens où si le patient ne remplit pas les conditions, etc., il ne pourra plus bénéficier de certains soins de santé, etc. Si je pousse un petit peu cette logique participative à son paroxysme, est-ce qu'il y a juste, il y a pas un risque, quand je vous entends, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dire, voilà, vous êtes responsable de votre santé, si vous ne prenez pas en charge votre santé, eh bien, voilà, il y aura des conséquences qui fait que peut-être vous ne pourrez plus suivre tel ou tel traitement parce que vous n'avez vous-même pas été responsable de votre santé. Oui, absolument. Alors je pense que c'est un risque que l'on peut voir à deux niveaux. Alors c'est déjà le cas dans certains pays européens, effectivement, si vous ne suivez pas correctement votre traitement, s'il apparaît que vous n'avez pas fait les tests au bon moment, notamment des tests de glycémie en Angleterre, le remboursement peut être suspendu. Donc ça, c'est un risque qui est tout à fait clair, sur lequel il y a déjà eu des études en Belgique. Il y a eu au moment du 50e anniversaire de l'INAMI une étude qui a été réalisée par un sociologue de la VUB qui interrogeait les citoyens précisément sur cette question de la solidarité, quels qu'en soient les modes de vie, quelle qu'en soit finalement la manière dont on avait vécu jusqu'à présent, et notamment faut-il sanctionner les fumeurs d'avoir fumé? Est-ce que l'on va continuer à rembourser les traitements? Même chose pour les risques qui auraient été pris via l'alcool au volant, etc., etc. Alors, les résultats étaient que finalement, une majorité de la population soutient toujours la solidarité interpersonnelle. Et ce qui était étrange, c'est que ce qui n'a pas été relevé, c'est le système totalitaire qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir appliquer ce type de données. Je reviens à l'autre question qui est celle de la médecine participative. C'est vrai que dans les soins et l'organisation des soins tels qu'ils ont lieu aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les maisons de repos et de soins, auprès de l'hospitalisation à domicile, etc., on travaille effectivement vers plus de participation du patient. Mais dans la médecine participative, la médecine 4P, qui est une médecine gouvernée par les data et les big data, la participation, elle se traduit essentiellement par la participation des données personnelles. Donc ce n'est pas une participation sur laquelle on peut avoir un rôle. Et là, effectivement, la question du tracking, la question de l'appartenance des données, de la diffusion des données, de l'utilisation des données selon quels algorithmes est vraiment posée et pourrait effectivement constituer un danger. Alors c'est un peu pour réfléchir à ces difficultés de la santé numérique que l'on vient de lancer à Lille, une formation en santé numérique qui prendra en compte d'une part toutes ces innovations, mais aussi ces dangers et la nécessité d'établir de nouvelles formes de gouvernance. Comment est-ce que l'éthicien, justement, intervient dans le débat public sur cette question-là, par exemple ? Eh bien, il faut faire référence un peu à notre démarche. Je pense qu'une des meilleures manières d'intervenir dans le débat public, et c'est un peu dans ce sens que nous lançons cette formation aussi, c'est une formation qui sera basée de notre part aussi sur des recherches et l'accompagnement de mise en œuvre d'un certain nombre de projets de santé numérique ou de télémédecine pour voir concrètement et je dirais dans le déploiement de ces projets ce qui se déroule. Et j'en profite pour revenir sur la notion de participation. Il y a aussi un rôle sans doute de la part des éthiciens ou des personnes qui réfléchissent à ces questions aussi d'approfondir la réflexion sur la notion même de participation, parce que comme vous l'avez vous-même souligné, responsabilisation et participation, ce n'est pas exactement la même chose. Enfin, en tout cas, si on essaye de comprendre un peu ce concept de participation, on parle beaucoup aujourd'hui, notamment à la faculté de médecine de Montréal, qui a lancé un peu cette approche du patient partenaire, plutôt que le patient consommateur, c'est-à-dire vraiment à la fois dans les formations des futurs médecins et futurs soignants, de faire intervenir
les patients pour expliciter leur expérience, pour montrer en quoi ils ont été soutenus ou au contraire, je dis, mis en difficulté pour des patients particulièrement vulnérables. Si on ajoute à ça que ça peut être des personnes assez âgées ou des personnes en situation de handicap, etc. Et qui donc sont amenés à intervenir. Et donc il faut penser aussi des nouvelles manières de participer qui ne soient pas simplement de la responsabilisation, qui ne soient pas simplement la demande in fine de changement de comportement aux patients par rapport à un système qui se déploie sans son intervention et sans la possibilité pour lui d'expliciter ce qui est en train de se passer dans les soins, des soins qui changent par leur forme d'organisation, par les technologies nouvelles qui y sont utilisées. Justement, avec l'apport de ces technologies nouvelles, l'apport de cette responsabilisation, de cette médecine participative, on voit un petit peu les enjeux qui se jouent pour la fin de vie. Mais qu'en est-il du début de la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, si l'on détecte certaines maladies chez l'embryon, etc., est-ce qu'il risque pas d'avoir une responsabilisation culpabilisante à partir de peut-être de données économiques qui vont avoir une influence sur les décisions parfois douloureuses que les parents devraient peut-être amener à prendre, mais qui n'auront peut-être même pas la liberté de le prendre, Valérie? Alors, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir plus de données et le fait de pouvoir avoir un diagnostic anténatal qui est beaucoup plus précis qu'auparavant pourra effectivement transformer la situation et éventuellement les choix des différentes personnes. Je crois que de ce point de vue-là, dans le système tel que nous l'avons conçu, la question du positionnement individuel reste le même. Et il me semble que tant que nous soutenons et que nous sommes dans une logique de solidarité interpersonnelle, les choses ne devraient pas être drastiquement modifiées par les nouvelles technologies. En fait, ce n'est pas vraiment la technologie ou la possibilité de pouvoir amener de nouvelles certitudes ou de pouvoir mieux prédire qui transformerait la situation. Ce qui la transformerait, c'est l'absence ou le changement de solidarité entre les personnes. Jean-Philippe. Oui, je pense que c'est aussi un bel exemple des enjeux de la participation et la nécessité d'intensifier les interactions entre les acteurs. Si parfois on a considéré que ces situations étaient vraiment délicates et que donc le décideur était compliqué à identifier, tantôt les professionnels au titre de leur responsabilité, de leur connaissance, de leur expérience, tantôt au nom du principe de l'autonomie, les patients, je pense précisément qu'aujourd'hui, ce domaine est aussi un domaine dans lequel la participation, l'échange, l'interaction est quelque chose de très important pour prendre les meilleures décisions. On a vu dans les années 80, les années 90, les professionnels se concerter autour de situations difficiles. De plus en plus aujourd'hui, la question est de savoir comment associer les patients, les parents en l'occurrence, etc., dans le cadre des grossesses et de la naissance, au processus de soins. Le patient n'est plus, comme on l'a trop souvent dit, peut-être à mettre au centre du processus, même si il est tout à fait important de prendre en compte la réalité du patient, mais comme un partenaire dans un collectif qui doit se constituer, qui doit avoir le temps de se constituer pour prendre ses décisions. C'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui on parle en France notamment d'un projet de naissance qui est assez intéressant parce qu'il cadre, si vous voulez, dès le début de la grossesse, la manière dont elle va être accompagnée et elle fixe un peu un espace dans lequel les différents acteurs qui sont de plus en plus nombreux à interagir peuvent participer à cet accompagnement, à la définition des enjeux et à se déterminer sur les orientations qu'on va prendre eu égard aux informations qu'on va avoir sur le développement de la grossesse. Alors, dans quelques instants, je vous propose alors de revenir sur n'allons-nous pas vers plutôt une médecine de privilégiés. Toutes ces procédures mises en place, tous ces lieux de rencontres pour que le patient ne soit plus au centre mais participe, etc. Est-ce que finalement ça ne risque pas de conduire à une médecine de riches, une médecine de gens privilégiés, une médecine de gens éduqués qui comprennent tous les enjeux qui les concernent, Valérie? Alors, je crois vraiment que l'accessibilité aux soins est
l'étendue de la couverture de soins est probablement un des plus grands défis qui se présentent aujourd'hui, avec effectivement différentes politiques qui quelque part se percutent, alors qu'elles devraient pouvoir être mieux articulées ensemble et être en meilleure interaction. C'est vrai que si on regarde les choses d'un point de vue purement marchand, d'un point de vue purement économique ou financier, on pourrait se dire qu'on va avoir de plus en plus une couverture de soins, je dirais, de base, et puis qui pourra servir à tout un chacun, et puis finalement des soins spécialisés ou de très bonne qualité qui seront seulement offerts à ceux qui disposent d'une assurance complémentaire, voire d'une deuxième, au niveau de leur emploi par exemple. À côté de ça, on a toujours aussi une politique de santé publique qui vise à garder une accessibilité maximale pour tous les patients à des soins vraiment impérieux, mais qui sont aussi sous pression économique. Alors ici, dans cette logique-là, l'idée, c'est quand même celle de prioriser les différents soins qu'il faut absolument mettre à disposition de tout un chacun. Et puis enfin, on a une troisième logique qui est finalement la logique communautaire, la logique que l'on va pouvoir trouver au niveau des établissements, mais aussi au niveau des groupes et au niveau des patients, où là la question va être, mais finalement, qu'est-ce que l'on met en avant? Qu'est-ce que nous souhaitons pour nous-mêmes pouvoir nous offrir? Quelle est la santé que nous voulons et quels sont les moyens que nous sommes prêts à y mettre tous ensemble? Et je pense que pour pouvoir résoudre la question de l'accessibilité et même plus globalement la question de l'organisation d'un système accessible à tous les niveaux, il va falloir articuler ces différentes logiques, les mettre ensemble de manière à inventer des solutions plus créatives que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Quelles sont les premières victimes finalement de ce système si les gens n'arrivent pas à entrer dans ce qui est en train de se mettre en place? Alors effectivement, c'est la question que vous souleviez à propos de la participation et de manière sous-jacente, effectivement, la question de savoir si tout le monde est en condition de pouvoir participer, si on le prend comme ça. Mais une des grandes difficultés aujourd'hui du système, notamment, et qui se marque particulièrement à travers la question des maladies rares ou des maladies orphelines, c'est que ce n'est pas nécessairement d'abord les plus précarisés ou les plus défavorisés sur le plan socio-culturel qui sont les victimes du système, c'est aussi des gens qui ont des particularités, dont les enfants ont des particularités, etc., et qui ne rentrent pas, si vous voulez, dans les catégories, je dirais, mises en place par le système. Donc le problème est complexe, et c'est pour ça, d'une certaine manière, que la notion de participation nous semble importante et qu'elle doit être dépliée de manière peut-être un peu différente de celle que l'on a conçue jusqu'à présent dans les démocraties contemporaines, c'est-à-dire une participation à travers les lieux de soins, à travers la manière dont ils s'organisent, dont ils accueillent les personnes, dont ils interagissent avec eux, et de faire à cet égard-là précisément des lieux pilotes, des lieux expérimentaux, où justement la question est de regarder et de réfléchir aux conditions d'accessibilité, étant donné les caractéristiques des individus, qu'elles soient géographiques, matérielles, économiques ou culturelles. Et donc il y a véritablement sans doute une nouvelle manière de penser le développement du système de soins, l'apprentissage que ce système peut faire dans toutes ses composantes aux enjeux auxquels il est confronté, plutôt qu'un pilotage, si vous voulez, par le dessus, qui, d'une certaine manière, a beaucoup de difficultés à prendre en compte tous ces nouveaux enjeux. Et donc, il y a véritablement un enjeu de gouvernance des systèmes de santé qui se joue aujourd'hui, d'une nouvelle gouvernance à inventer pour faire face à ces multiples défis auxquels font face les systèmes de santé aujourd'hui. Valérie. Oui, alors il faut ajouter aussi de ce point de vue-là qu'en Belgique, on connaît une grande réforme du paysage des soins de santé. Et comme le disait Jean-Philippe, finalement, il est important de pouvoir, dans une réforme aussi majeure qui va viser à mettre en réseau un ensemble d'acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, ou qu'au contraire étaient en concurrence les uns avec les autres, finalement, devoir travailler et collaborer. Alors, ce qui est important ici, c'est effectivement, il va falloir pouvoir inventer une participation qui permette finalement aussi aux professionnels d'inventer de nouvelles
pratiques, de nouvelles manières de faire et probablement aussi leur permettre de se retrouver sur de nouvelles valeurs communes, ce qui n'était pas le cas puisque précisément ils avaient été opposés les uns aux autres. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, on va avoir des enjeux de participation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, la gouvernance devrait pouvoir fonctionner de telle manière que sans cesse, ce soit un public élargi ou des acteurs élargis qui puissent participer. Alors c'est d'autant plus important que dans cette nouvelle organisation, eh bien, finalement, on risque de perdre plus facilement des personnes qui seraient atteintes de différentes pathologies ou de pathologies qu'il est difficile de traiter ensemble. Par exemple, une personne âgée atteinte d'une polyarthrite aura probablement plus de difficultés à trouver un lieu de soins qui soit adapté à son cas. Et donc, ici, pour pouvoir résoudre ce type de questions, pour pouvoir finalement inventer de nouvelles pratiques, une des choses qui me semble intéressante dans les projets qui ont été amenés par la ministre de la Santé publique, c'est l'idée de projet pilote. C'est-à-dire que, en fait, la ministre a envoyé aux institutions hospitalières la proposition, pas seulement les institutions hospitalières d'ailleurs, la proposition de participer ou de mettre sur pied des projets pilotes qui ont pour visée d'inclure davantage les patients, d'inclure davantage la médecine de ville, les généralistes, les soins à domicile, et bref, de pouvoir reconstruire un écosystème où les uns et les autres peuvent s'appuyer sur leurs compétences, leur pouvoir, leur savoir pour développer de nouvelles solutions. Alors, peut-être en conclusion, est-ce que vous avez le sentiment que vous lancez, vous, comme éthicien, un cri d'alarme pour veiller à ce que cette transformation soit la plus respectueuse de tous les êtres humains ? Alors je ne sais pas s'il faut parler de cri d'alarme, mais en tout cas d'insister sur le fait de se rendre de plus en plus conscient des enjeux, de la complexité des enjeux, et peut-être la nécessité à cet égard de changer un peu de paradigme, de changer la manière d'envisager les choses, et effectivement de travailler comme ça se manifeste, mais les enjeux là sont multiples et se décuplent, je dirais, au niveau de ces projets pilotes, c'est de voir comment ces projets pilotes peuvent véritablement alimenter la transformation du système de soins, que les enseignements de ces projets pilotes puissent vraiment être pris en compte. Et donc, il y a une intelligence de la gestion de ces projets pilotes qui doit aussi se développer. Mais effectivement, il y a sans doute une manière de penser le développement des systèmes de santé qui doit assez radicalement changer si on ne veut pas laisser sur le bord de la route toute une série de personnes. Et alors, juste ma toute dernière question, c'est donc c'est bien clair que l'économie a sa place, mais elle doit rester à sa juste place. Absolument. Valérie. Oui, tout à fait. C'est, je pense, la vraie conclusion qu'il faut en tirer, c'est se dire qu'il y a plusieurs logiques qui s'affrontent, qui parfois se percutent, et finalement nous n'avancerons avec intelligence et intelligence collective qu'en ayant la capacité de comprendre ces différentes logiques, de les articuler et finalement de pouvoir travailler ensemble. Voilà, Jean-Philippe Cobaud et Valérie Kokoschka, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu des enjeux de la vie et face à l'économie, entre autres. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.